Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h20 et notre invité, c'est Mickaël Fribourg, le PDG de Chargeur. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une opération compliquée. D'abord je rappelle Chargeur, 150 ans d'histoire que vous avez racheté auprès de la famille Sédou, 2600 collaborateurs aujourd'hui, présents dans 100 pays, 5 continents. On va expliquer votre activité extrêmement diversifiée. Vous êtes un industriel. On peut Absolument, voilà. Chargeur est une holding diversifiée. Encore, on en a trouvé un avant le grand débat tout à l'heure sur la réindustrialisation de notre pays. En tout cas, opération compliquée parce qu'effectivement vous lancez une OPA sur votre groupe pour en prendre le contrôle. Et en même temps, vous dites, la bourse, c'est pas le Pérou, on n'a pas forcément tout ce qu'on souhaiterait obtenir. En même temps, on ne veut pas quitter la bourse parce que d'abord, vous ne savez pas combien d'actionnaires vont souscrire à l'OPA et vont vous rendre les actions en échange d'une belle prime d'ailleurs. Au fond, pourquoi vous faites cette opération du coup? Expliquez-nous. Alors, comme vous l'avez dit, Chargeur est une holding diversifiée avec différents métiers qui sont des champions mondiaux. Et nous avons souhaité offrir aux actionnaires qui le souhaitent, une opportunité de liquidité, vous l'avez dit, avec une prime de 50% par rapport au cours des 3 mois qui ont précédé l'annonce et 36% par rapport au mois qui a précédé l'annonce. L'idée, c'est d'offrir aux actionnaires qui ne peuvent pas ou ne veulent pas attendre les pleins effets d'un rebond, soit d'apporter une partie de leur titre, soit d'apporter la totalité de leur titre ou de rester actionnaire pour l'avenir et au final de doter Chargeur d'une structure actionnariale conforme à son profil d'une holding diversifiée mondiale qui a une stratégie offensive mais aussi avec des aléas pour les temps qui viennent puisqu'on est dans une économie qui est complexe et donc il nous a semblé qu'offrir cette fenêtre de liquidité pour les actionnaires était intéressant pour l'ensemble du flottant. C'est quoi votre idée derrière? C'est de dire je reprends la majorité parce que la bourse aujourd'hui elle a du mal à valoriser une activité comme la mienne, il y a trop d'aléas, une boîte comme la vôtre en bourse ça ne matche pas très bien? Il est vrai que l'année 2023 qui s'est terminée a été une année assez tourmentée pour beaucoup de valeurs small mid et en annonçant cette OPA volontaire, l'idée c'était de dire aux actionnaires si vous avez envie de sortir, vous avez en une fois une liquidité significative que nous vous offrons, vous l'avez dit, avec une très bonne prime. Et cette prime qui est équitable pour les actionnaires permet, comme je le disais, à ceux qui voudraient réaliser une partie ou la totalité de leur titre, de nous les apporter dans le cadre de cette offre. Mais ça veut dire que vous considérez que certains actionnaires ne sont pas capables d'avoir les reins assez solides, le cœur assez bien accroché pour vous suivre. Alors c'est tout à fait vrai que vous avez un certain nombre d'actionnaires qui disent « moi je ne peux pas patienter ». Vous avez des actionnaires institutionnels, des actionnaires individuels qui ont cette situation, ces contraintes. Par exemple, ceux qui gèrent l'argent de tiers, quand ils ont des retraits, ils ont l'obligation de vendre pour rendre cet argent. Donc effectivement, il nous a semblé que c'était le bon moment. Mais c'est sûr que pour des sociétés un peu complexes comme les Chargeurs, même si elle a sa stratégie de développement, la bourse demande du temps. Et l'OPA est une occasion aussi de donner du temps au temps, mais nous savons aussi que nous avons un certain nombre d'actionnaires, qu'ils soient individuels ou institutionnels, qui resteront. Mais là, ils ont une opportunité inédite de sortir en un coup dans un monde où c'était difficile pour un certain nombre de sociétés d'avoir la liquidité. Est-ce que vous aviez vraiment le choix? Parce qu'effectivement... Oui, vous avez toujours le choix, bien sûr. Sauf que l'année 2023, vous avez enregistré une baisse de 11% de votre chiffre d'affaires, 653 millions d'euros contre 734 l'année précédente. Et c'est vrai que quand on est une entreprise cotée, les investisseurs n'aiment pas trop ce décrochage de chiffre d'affaires. Donc est-ce que quelque part vous êtes dit, j'ai pas le choix, je reprends le contrôle et puis on verra par la suite si je continue mon parcours boursier ou pas, en fait, si je reste en bourse? Non, nous avons l'intention de rester en bourse, nous n'avons pas l'intention de sortir de la bourse. Il est vrai que 2023 a été une année rendue difficile, notamment pour un de nos métiers, les films de process, qui a été très impacté par la crise de l'immobilier et de la construction. Mais nous avons évidemment toujours le choix et nos actionnaires ont le choix d'apporter la totalité, une partie de leur titre ou de rester actionnaires. Nous avons voulu leur laisser le choix. Mais il y a des années difficiles. Le prix, c'est 50% de plus. Peut-être qu'ils vont tous vouloir vendre. Oui, ou peut-être pas, ça dépendra de leur prix de revient, de leur emprise de liquidité. Que tout le monde vous rende les actions. Mais la possibilité, c'est que tout le monde apporte les actions, vous aurez bien sûr. l'argent, parce que comment vous bien allez sûr, financer? oui, quand vous lancez une OPA, l'ensemble des fonds sont immédiatement immobilisés, dans l'hypothèse où 100% des actionnaires apporteraient. Mais en réalité, vu qu'on sait qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui voudront garder aussi une partie de leur titre au moins,
il y aura sans doute des la balance positions. Pour vous, le flottant. Nous enregistrerons le résultat de l'OPA le 14 mars, quand les actionnaires ont jusqu'au 13 mars pour nous apporter les titres. Nous aurons les résultats le 14 mars prochain. Donc c'est très important évidemment pour les actionnaires qui veulent apporter de pouvoir le faire dans les bons délais jusqu'au 13 mars. Et puis effectivement, nous avons souligné que après une année 2023 qui avait été une année particulièrement et exceptionnellement difficile, évidemment nous avons un scénario de rebond. Mais nous avons un scénario de rebond avec des éléments de prudence pour 2024. Ceux qui peuvent attendre et donner du temps au temps, eh bien, pourront patienter à nos côtés et tirer parti de la création de valeur future. Et ceux qui ont besoin d'une liquidité, même en partie, l'ont en un coup cette fois-ci. Christophe le disait, vous vous considérez comme un industriel alors que c'est une holding. Enfin, vous avez le droit de vous considérer. Alors, on est industriel quand même. On a 26 usines dans le monde, donc oui, je crois qu'on peut se considérer comme industriel. Mais Chargeur est une holding qui a Absolument. des activités très différentes, avec des activités différentes. Il y a des marques de maroquiniers en propre. Vous fabriquez aussi des tissus haut de gamme pour les musées. Comment vous arrivez à appréhender toutes ces activités différentes en tant qu'industriel, justement? Alors, Chargeur a 4 champions mondiaux, le leader mondial des films de procès, le leader mondial des textiles techniques pour le luxe et la mode, le leader mondial de la laine et le leader mondial de la création de musées partout dans le monde. Donc c'est quand même une situation assez originale. Mais, vous l'avez dit, c'est une holding qui a également des marques de luxe comme Swaine, comme Reed Satchel au Royaume-Uni et hors de France. Nous avons aussi les marques Altesse. Nous avons un portefeuille d'actifs très varié qui permet aussi de résister par rapport au cycle. C'est aussi ce qui nous a permis l'an dernier de compenser une partie des périodes difficiles. C'est ce qui nous a permis de façon continue d'être toujours profitable. Je rappelle que Chargeur est une entreprise qui a été, depuis que moi je l'ai reprise en 2015, systématiquement profitable malgré les cycles, malgré les crises. Mais nous voulons aussi que les actionnaires aujourd'hui puissent soit apporter une partie ou la totalité de leur titre en connaissance de cause, de cycle et de risque. Alors justement, dans quelques instants, on va entamer un grand débat sur la réindustrialisation de notre pays. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant de milliards, de dizaines de milliards? Vous avez fait partie de cabinet ministériel, donc vous savez aussi ce qu'est l'investissement de l'État dans la réindustrialisation. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous y croyez, vous, à l'industrialisation de notre pays? On a vu les chiffres de Trendio. Alors moi, je crois aux entrepreneurs d'abord, ouais. Et je pense que ce sont les entrepreneurs qui, que ce soit des multinationales ou des entreprises domestiques, font l'industrie. Et leurs talents qui sont à leur côté. Ensuite, il faut un écosystème favorable, un écosystème public, un écosystème d'infrastructures. C'est compliqué en Europe, parce que l'Europe est très divisée. Il y a beaucoup d'États, il y a différentes vitesses économiques au sein de l'Europe. D'abord, c'est compliqué quand on compare la France et l'Allemagne. Alors imaginez quand vous rajoutez à cela 26 pays ou 27 pays. Bon. Et quand on compare l'Europe avec les États-Unis, on voit qu'on a un retard qui n'est pas qu'un retard d'infrastructure, c'est un retard fondamentalement culturel. Pour pouvoir faire de l'industrie, il faut une vision de long terme. Et pour avoir une vision de long terme, il faut des entrepreneurs, pas seulement des fonds d'investissement, pas seulement de l'argent court, il faut de l'argent long. Et si on se rapproche à l'OPA que nous avons annoncé, finalement, ce que nous disons, c'est qu'il faut donner du temps au temps pour faire proprement les choses et créer du leadership. Les champions mondiaux du CAC 40 ne se sont pas créés en 5 ans, ils ne se sont pas créés en 10 ans, ils se sont créés à travers des décennies, à travers des familles qui, sur 40 ans, sur 50 ans, ont continuer à fondamentalement transformer leurs entreprises et à rendre ces entreprises gagnantes. Donc oui, c'est essentiel d'avoir un écosystème favorable, mais il faut aussi avoir une culture de long terme. J'entendais sur votre antenne tout à l'heure quelqu'un qui disait quand vous avez une ETI qui s'occupe de sites industriels, généralement on s'en occupe mieux que quand c'est une multinationale où il suffit de cocher une case pour ajouter ou retirer un site. L'exemple de Javel qui exactement. Avec Colgate. Et nous n'avons jamais eu à faire un plan social dans nos sites mondiaux. Nous avons une culture où nous protégeons nos actifs, nous développons nos actifs, mais aussi nous avons besoin de temps. Et parfois il est vrai que le temps financier, le temps de la bourse et le temps de la transformation n'est pas le même. C'est exactement le sens de notre OPA, mais c'est le sens de ce qui peut permettre aussi de redéployer l'industrie en France. Quand vous venez sur des sites du groupe Chargeur, vous pouvez avoir des éléments de fierté. Les actionnaires de Chargeur peuvent être fiers de ce que nous faisons de nos sites, même si nous avons aussi et nous traversons parfois des moments plus difficiles. Merci beaucoup, Mickaël Fribourg, d'être venu sur notre plateau ce matin jusqu'au 13 mars. Absolument, jusqu'au 13 mars pour apporter la totalité ou une partie de leur titre. Le lendemain, PDG de Chargeur.